Nous venons de voir que la composition du microbiote varie en fonction de la position dans le tube digestif. Maintenant, je voudrais demander à Thomas comment la microbiote, varie en fonction de nos modes de vie. Alors, le microbiote dépend directement de ce que nous mangeons. Et il y a plusieurs études, par exemple, qui ont montré, en comparant le régime alimentaire en Italie notamment, de 3 populations sur 150 personnes, on a réparti ces 150 personnes en 3 groupes. Un groupe qui a une alimentation occidentale, deuxième groupe qui a une alimentation type méditerranéenne, donc comme nous mangeons en Italie, et le troisième groupe qui a une alimentation plutôt végane, végétarienne. Et on n'imaginait pas qu'il y aurait pu avoir de telles différences, et on a observé des très grandes différences de type bactérien, de biodiversité entre les 3 groupes, avec aussi des parallèles qui existaient entre l'espérance de vie, par exemple chez les personnes du régime Okinawa, et on a observé que finalement l'alimentation végétarienne stricte était l'alimentation qui sélectionnait les bactéries qui avaient en fait un impact direct sur notre santé et à la plus longue espérance de vie. Intéressant. Et alors, si on vit à l'occidental, quels alors, sont les facteurs qui vont intervenir dans la transformation de ce microbiote? En fait, quels sont les facteurs dans l'alimentation occidentale transformée aujourd'hui, qui est l'alimentation qui est très riche en sucre, très riche en graisse, très riche en sel également, et en alcool. Ce sont tous des facteurs qui vont perturber l'équilibre naturel, la biodiversité de la flore intestinale. Dans le sens que lorsqu'on a une alimentation très riche en sucre et en graisse saturée, et surtout en alcool, on va on va éliminer les bactéries, et on va favoriser plutôt des levures et des bactéries anaérobies, donc qui résistent à l'alcool. Et c'est un des drames de l'alimentation et plutôt de notre flore intestinale aujourd'hui, c'est qu'on a une prolifération de certaines levures et moisissures, notamment des candidats. Ça, c'est très important. Cette alimentation donc aussi associée à notre mode de vie, c'est-à-dire que le fait de rester sédentaire devant un ordinateur comprime par exemple notre tube digestif et principalement notre intestin grêle, qui est colonisé par des bactéries aérobies, micro-aérobies, et qui ne sont plus suffisamment oxygénées, ce qui fait qu'il n'y a plus assez d'oxygène et on sélectionne pratiquement alors des bactéries anaérobies qui vont fermenter. Troisième point, c'est que nous bougeons beaucoup moins, donc on n'a plus notre promenade digestive de la marche après le repas qui favorise cette oxygénation. Et dernier point qui est particulièrement important, c'est que finalement on accumule autour de nos intestins, notamment l'intestin grêle, de la graisse viscérale qui réduit également l'oxygénation de ces bactéries par les vaisseaux sanguins. Et alors, si nous ajoutons la médicamentation, si nous ajoutons les conservateurs des produits que nous avalons... Tout à fait. Donc là, j'ai parlé de la nourriture, mais aussi effectivement toute cette mode, enfin plutôt cette lutte, cette guerre que nous avons fait aux bactéries depuis la découverte finalement de Pasteur. Donc si on prend l'exemple du petit Pagnol qui revenait chez sa maman tout fier de cette trophée qu'il avait trouvé chez le brocanteur, la première chose que la maman faisait, c'était de passer à l'eau de Javel ces trophées parce que le grand Pasteur venait de découvrir les microbes. Et donc cette eau de Javel est omniprésente et elle tue ces bactéries, naturellement les bonnes et les mauvaises, mais surtout les bonnes. Même chose pour les antibiotiques qui ont certainement, sans aucun doute, permis de soigner un grand nombre de maladies. Mais aujourd'hui, l'utilisation des antibiotiques tue 99% des bactéries qui sont saines et s'attaque à une toute petite proportion de bactéries pathogènes. Troisième point, c'est que dans notre alimentation, on a des conservateurs. Qui dit conservateur veut dire en fait empêchement de la pourriture de se développer au niveau lors de la conservation,
mais ce qui empêche les bactéries et les moisissures de se développer sur les aliments empêche également l'entretien de notre microbiote qui est constitué des mêmes organismes. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, pour avoir de beaux fruits et de beaux légumes, malheureusement, on utilise des pesticides qui vont détruire les bactéries qui vont se retrouver sur les salades, les fruits et autres, mais ces pesticides restent aussi sur les fruits et légumes et on les avale et on les ingère et ont une action directe sur notre flore intestinale. Dernier point, où je vais terminer par ce point-là, c'est que naturellement dans l'eau du robinet, on rajoute du chlore pour éviter toute trace de bactéries et ce chlore, on l'avale. Il vaut mieux donc attendre un petit temps lorsque vous buvez de l'eau du robinet, qui est très bonne, mais il vaut mieux la faire évaporer le chlore. Et alors, si on parlait juste un tout petit peu des vaccins et un comprimé d'aspirine, par exemple, ou d'autres? Alors là, c'est des sujets un peu plus... on ne connaît pas encore tout à fait le lien entre vaccin, effectivement, et flore intestinale. C'est des sujets qui sont en recherche, mais je ne peux pas trop le développer. Sauf qu'aujourd'hui, dans le domaine des nouvelles thérapies qui sont apportées notamment par l'Inde et la Russie, c'est la phagothérapie, c'est-à-dire qu'on lutte, plutôt que d'utiliser des antibiotiques, on utilise des phages qui sont des virus particuliers qui vont tuer les bactéries pathogènes. Ah, j'en ai entendu parler pour la maladie de Lyme. Maladie de Lyme et pour la maladie de Crohn aussi. Il y a un nouveau médicament qui va sortir l'année prochaine, produit par une société française à partir de phages, pour traiter la maladie de Crohn. Et j'ai des connaissances qui prennent très très souvent de l'ibuprofène. Qu'est-ce que ça peut, à longue échéance, provoquer? En fait, l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est pas trop en rapport avec le microbiote, dans le sens que c'est un anti-inflammatoire agit sur la cascade arachidonique et empêche finalement la production de prostaglandines et de leucotriènes inflammatoires, mais bloque certaines enzymes, mais bloque d'autres enzymes, notamment qui sont très utiles pour protéger, notamment au niveau du tube digestif, au niveau de l'estomac. Le mucus? Le mucus, voilà, c'est ça. Ça, c'est le drame des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, naproxène, Voltaren. Le cyclooxygénase, ça bloque cette enzyme? Ça bloque les enzymes qu'on appelle les cyclooxygénases, les COX-1, et la COX-1 est l'enzyme qui est responsable pour la production du mucus. Alors, pouvons-nous terminer par une note positive? Mode de vie? Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelle est la recette finalement pour bien entretenir pour notre flore intestinale, pour être de bons jardiniers? Déjà, manger beaucoup de fruits et légumes qui vont apporter des antioxydants sous forme de polyphénol. Donc, nous allons faire ce troisième chapitre avec ce sujet-là. Voilà, on va parler de ça. S'oxygéner, bien dormir, méditer. Parfait. Voilà, c'est parfait. Oh, c'est une bonne leçon. Merci.